souhaite une bonne conférence et puis je vous dis à tout à l'heure. Donc, merci Aurélien. Donc, déjà, je remercie la MJC de nous avoir invités, de nous permettre de faire cette conférence. Voilà, donc comme l'a dit Aurélien, je suis administrateur du groupe d'astronomie du Dauphiné. Le groupe d'astronomie du Dauphiné est à l'initiative aussi d'autres clubs, d'un regroupement des clubs et amateurs d'astronomie d'Isère et de Savoie qui s'appelle Constellation 738. Donc 73 pour la Savoie et 38 pour l'Isère. Donc c'est un groupement complètement informel, mais qui permet quand même d'essayer d'avoir des actions communes, notamment des animations, et puis d'intervenir sur des sujets peut-être plus importants, comme par exemple la création d'un planétarium à Pont-de-Clé. Voilà. Et puis ensuite, donc, je suis aussi correspondant local pour l'Association nationale pour la protection et l'environnement du ciel nocturne. C'est une association aussi dont n'importe qui peut être membre. Vous pouvez adhérer si vous souhaitez à cette association. Voilà. Donc on va parler un peu de pollution lumineuse. Pourquoi faut-il... Pourquoi protéger la nuit? Donc, eh bien, la nuit, c'est la moitié de notre vie dans l'hémisphère nord, dans l'hémisphère sud, et même voilà, partout sur le globe. Et donc, on a besoin de cette nuit en tant qu'être humain, et tout le fonctionnement de l'écosystème terrestre a besoin de cette alternance jour-nuit pour fonctionner. Et depuis une cinquantaine d'années, donc cet équilibre est petit à petit changé pour être jusqu'à complètement bouleversé ces dernières années à cause de l'éclairage artificiel qui s'est développé de manière complètement disproportionnée. Ces 10 dernières années, donc on a compté en France à une augmentation par exemple de 30% de l'éclairage, principalement de l'éclairage public et l'éclairage publicitaire. Donc il y a 11 millions de points lumineux d'éclairage public et puis environ 3,5 millions d'enseignes lumineuses. Alors, qu'est-ce qu'on appelle la pollution lumineuse? On a essayé de définir ça. Au début, ça ne s'appelait pas comme ça. Et puis, bon, les premières personnes qui sont aperçues qu'il y avait quelque chose qui commençait à changer, ce sont des astronomes à l'observatoire de Kitt Peak en Arizona, qui se sont aperçus qu'ils avaient un peu du mal à commencer à voir les étoiles les plus faibles. Donc, ils ont commencé à diffuser ça dans la sphère professionnelle astronomique. Et en 1976, donc, il y a eu, lors de la 16e assemblée de l'Union astronomique internationale à Grenoble, une résolution pour la protection des sites astronomiques. En 80, on a commencé à parler, dans les années 80, on a commencé à parler de l'aspect médical, en fait, que pouvait donner cette pollution lumineuse, les conséquences qu'il pouvait y avoir sur l'homme et puis aussi sur les milieux naturels. En 1999, donc, il y a l'Association nationale pour la protection du ciel et de l'environnement nocturne qui a été créée. Il y a eu, dans les années 2000, au début des années 2000, quelques arrêtés, quelques lois pour protéger vaguement le ciel nocturne. Et en 2018, il y a eu une vraie législation donc, qui est arrivée. On en parlera dans la deuxième partie de la conférence, pour protéger le ciel nocturne et faire des normes, et dicter des normes que devront suivre tous les éclairagistes de France. Donc cette pollution lumineuse agit sur plusieurs enjeux, donc des enjeux sanitaires et sociaux, dont on vient de parler rapidement, qu'on va reprendre. Il y a des enjeux sur la biodiversité, mais bien entendu sur l'énergie, le climat et les déchets.
Il y a des enjeux budgétaires. Ce sont les enjeux en fait qui fonctionnent le mieux en fait pour faire bouger les communautés de communes, les municipalités. Il y a des enjeux de gouvernance un peu, et puis bien entendu pour l'astronomie, l'observation. Donc sur la santé humaine, donc on a vu que la vie, on connaît maintenant le début de la vie à 3 millions, même 3 millions et demi d'années, que la vie est apparue sur Terre et elle est basée donc sur cette alternance du jour et de la nuit. Donc sur l'arbre là qu'on voit, l'arbre phylogénique d'évolution des espèces. Donc on voit que bon, depuis la création des premiers protistes jusqu'à l'évolution des mammifères supérieurs et des plantes, tout est lié. Pour la santé humaine, les principaux effets sont des effets endocriniens sur les hormones. Donc la plus connue, c'est la mélatonine. Hein. On parle beaucoup quand on se déplace en avion, hein, on provoque le jet lag. Et donc, quand on modifie la sécrétion de mélatonine, eh ben, on perd la possibilité de s'endormir. Chez l'homme, donc il y a l'éclairage artificiel, et puis on en parle aussi pas mal en ce moment, avec le confinement, de rester sur des écrans après la tombée de la nuit, et ben, l'écran produit une lumière bleue qui empêche la sécrétion de mélatonine et donc qui peut brouiller l'endormissement. La mélatonine a une influence sur d'autres hormones, et d'autres hormones aussi sont liées directement à l'alternance jour-nuit, la thyroxine, qui est synthétisée durant le sommeil. Chez les adolescents, par exemple, il y a des forts taux de thyroxine. Et donc, on le voit chez les ados qui ne dorment pas beaucoup, il y a des problèmes d'attention, des problèmes de surpoids, des problèmes de croissance aussi. Pour les espèces animales, c'est la même chose. On retrouve les mêmes effets endocriniens et puis aussi des effets physiques qui peuvent être qui sont une barrière pour certains animaux, qui peuvent être une barrière infranchissable. Donc les papillons de nuit alors ça peut être à l'inverse une barrière infranchissable ou alors au contraire une source d'attraction qui empêchera les animaux de faire leur pérégrination nocturne entre guillemets normale et de contacter des partenaires pour la reproduction par exemple. Même chose chez les oiseaux migrateurs qui sont désorientés par les lumières de la nuit. Chez les lucioles ou chez les vers luisants aussi, leur système de contact est gêné parce qu'il y a de la lumière et le partenaire ne verra pas la lumière faible qu'ils peuvent émettre. Voilà, on retrouve donc, pour les effets endocriniens, on retrouve la même chose que pour l'homme, comme je disais, sur la mélatonine et puis toute la cascade endocrinienne liée à la thyroxine et puis les hormones de croissance. Alors, sur la barrière physique, par exemple, on peut avoir aussi des effets sur les milieux aquatiques. Donc sur la Loire, il y a eu des études sur la Loire, mais qu'on peut reporter aussi sur l'Isère, hein, où les ponts éclairés gênent énormément la migration des poissons. Donc on parle des saumons, hein, il reste quelques milliers de saumons sauvages dans le bassin de la Loire, dans l'Allier, et leur migration est d'autant plus gênée qu'il y a de l'éclairage le long des berges ou sur les ponts. Sur l'Isère, en plus l'Isère, c'est la rivière où il y a le plus de barrages en France.
plus d'obstacles physiques. Et en plus de ces obstacles physiques, donc il y a des obstacles lumineux. Les principaux poissons qui sont impactés sur l'Isère, il y a la lauze, l'anguille, il y a la lamproie et les sturgeons. Dans le bassin du Rhône, hein, donc, il n'y a pas de saumon, pas de salmonidés migrateurs. Il peut y avoir des truites qui migrent en milieu, dans l'estuaire, mais ce ne sont pas vraiment des poissons migrateurs. Voilà, donc résumé sur cette diapo un peu les effets néfastes de la pollution lumineuse, de l'éclairage. Donc il peut y avoir, il y a le halo diffus qui va gêner les oiseaux. Il y a l'éclairage qui va gêner, l'éclairage urbain qui va gêner par exemple les chauves-souris, les insectes. Et puis il y a l'éclairage qui va gêner les prédateurs nocturnes, les chouettes. Donc, quand on fait un diagnostic sur la pollution lumineuse, après on peut faire une cartographie de ces points lumineux en liaison avec les associations de protection de la nature qui font, elles, des relevés d'espèces, donc des cartes de localisation des espèces. On peut créer des réservoirs de faune et puis de création de corridors pour permettre aux espèces de continuer à se déplacer entre les réservoirs de population. En fonction de ça, on va créer un plan d'action et puis on va adapter l'éclairage en fonction du plan d'action qui a été élaboré. On a vu donc sur les animaux, l'effet qu'il y avait sur les animaux, mais il y a aussi un effet sur les plantes. La principale action sur les plantes, c'est la photopériode. Donc si cette photopériode est modifiée, la plante ne va pas pouvoir faire son cycle normal. Alors certaines plantes utilisent la température, donc elles seront un peu moins impactées par cette pollution lumineuse, mais s'il y a un éclairage, on peut voir des plantes fleurir en plein hiver et puis ensuite s'épuiser à essayer de se reproduire en plein hiver et de dépérir. Il y a aussi des lumières non visibles, les lumières rouges, infrarouges, qui régulent les rythmes biologiques, qui influent sur la germination, sur la longueur des tiges, qui interviennent aussi dans ce type de pollution lumineuse. Donc voilà un schéma qui présente rapidement les interactions entre les plantes et les insectes. Donc ça, c'est une étude qui a été faite par l'Université de Berne en 2017. Donc les enjeux énergétiques sont énormes. On voit que la France consomme à peu près 5,5 milliards de kilowattheures pour l'éclairage public, plus 2 milliards pour les kilowattheures pour les enseignes publicitaires lumineuses. Donc un calcul qui commence maintenant à s'affiner, à être assez bon, montre qu'on peut réduire, donc déjà que l'éclairage représente 42% de la consommation, qu'on perd entre 30 et 40% d'énergie par une mauvaise qualité
de l'éclairage dû à une surpuissance principalement. L'œil, à partir d'une certaine puissance d'éclairage, l'œil est saturé et donc si on augmente l'éclairage, on ne verra pas mieux parce que la rétine de l'œil est saturée. Donc on peut réduire déjà d'une bonne partie l'éclairage public et faire des économies là-dessus. Donc on peut réduire à peu près de 50% l'éclairage et faire donc 50% d'économie sur ces éclairages. Cet éclairage, pour produire cet éclairage, alors en France, on utilise pas mal le nucléaire, mais il y a aussi des centrales thermiques donc, qui produisent du CO2. Donc on peut diviser, d'après les estimations, par 4, donc réduire de 75% l'émission de CO2 pour l'éclairage public. Cette émission de CO2 et puis l'énergie qu'il faut créer génère des déchets. Donc il y a un cycle vertueux qui pourrait se faire justement en diminuant la production d'énergie. On diminuera aussi la production de déchets. Donc il y a une maîtrise des dépenses publiques. C'est comme je vous disais tout à l'heure, c'est le point principal lorsqu'on intervient auprès de communes, de communautés de communes, de groupements de communes. Les économies qui peuvent être réalisées grâce à une meilleure gestion de l'éclairage et à l'extinction, carrément, ils sont vraiment très importants. On peut arriver jusqu'à 50% de gains sur les éclairages. Il y a quelques années, il y avait Quasa qui avait changé son système d'éclairage et ils avaient économisé, je crois, 60 000 € qui avaient été amortis dans les 3 ans qui avaient suivi. On estime à peu près à 3 € par habitant et par an les économies qui sont réalisables. Donc il y a un exemple qui est assez connu dans le milieu de la protection du ciel nocturne, c'est la commune de Boissé-Saint-Priest dans la Loire, qui a changé son système d'éclairage. Donc ils ont fait 3 € par habitant et par an. Il y a 1237 habitants, en gros, en 2018, et donc ça leur faisait plus de 3 700 € d'économie par an. Et en plus, donc, avec ces économies, ils ont réinvesti ça dans l'isolation de bâtiments, d'une école. Les économies d'énergie qu'ils ont réalisées ensuite, grâce à l'isolation de cette école, ils l'ont réinvesti dans l'isolation de la bibliothèque, et ainsi de suite. Donc tous les ans, ils arrivent comme ça à économiser un peu plus sur leur budget grâce aux économies au début, aux économies d'éclairage. Voilà, donc on voit sur ce tableau là, les économies qu'ils ont fait en 5 ans. Ils sont partis de 46 000 kWh par an à 10 000 kWh. Ils ont réduit de 75% leur consommation. Un peu plus de 75%. Donc, ce qui est important aussi sur les enjeux de gouvernance, c'est de partager ces connaissances et cette expertise. Donc, on va en reparler tout à l'heure, avec des schémas d'aménagement lumière que les communes mettent en place, donc qui sont partagés avec les administrés, les habitants des communes. Voilà.
Donc, il y a quelques années, seulement 1% des normes étaient applicables. Mais avec la nouvelle réglementation, on arrive maintenant à des contraintes très très fortes qui obligent les communes à revoir leur éclairage et à modifier, pour la plupart des communes, à modifier de A à Z leur éclairage. Alors, il y a eu aussi un peu des peurs vis-à-vis de la sécurité. Les chiffres de la gendarmerie sont très clairs. En fait, les 80 ou 90% des cambriolages qui se déroulent dans la journée et pas la nuit. Et les cambriolages se déroulent plutôt dans les zones qui sont éclairées parce que une personne qui se déplace avec une lampe de poche la nuit, eh ben, elle se fait repérer plus facilement qu'une personne qui marche normalement dans un lieu éclairé. Au niveau de l'accidentologie aussi, les communes qui ont pratiqué l'extinction n'ont pas vu une augmentation de l'accidentologie sur les lieux qui étaient éteints. En général, les voitures, les conducteurs, quand ils passent d'une zone éclairée à une zone sombre, ils ralentissent et ça peut éviter les accidents. C'était en Belgique où il y avait les autoroutes étaient éclairées. Il y avait même un léger, je crois, un léger surcoût d'accidents lorsque les gens sortaient de l'autoroute éclairée et arrivaient dans une zone sombre. Le temps que l'œil se fasse à la vision nocturne, les gens continuaient à rouler assez vite et avaient des accidents justement à cause de cette alternance lumière-nuit. En termes de réglementation, le maire n'a pas obligation d'éclairer. Par contre, il a obligation d'entretenir son réseau d'éclairage. Et enfin, donc, les enjeux pour l'observation astronomique, on en revient au début, hein. C'est-à-dire que de pouvoir observer le ciel nocturne, c'est une source d'apaisement et de découverte, pas seulement pour les professionnels. On avait fait une expérience avec la commune de Saint-Pierre-de-Chartreuse qui souhaitait pratiquer l'extinction. Et donc, on les a invités au Sapin-Chartreuse, qui est pas très loin de Saint-Pierre, au moment de l'extinction. Donc, les personnes sont arrivées 1 heure avant, on s'est mis sous un lampadaire en attendant l'extinction. Et au moment où il y avait l'extinction, on s'est dit, bon ben voilà, on va attendre 10 minutes, un quart d'heure, qu'on commence à voir les étoiles, que nos yeux se fassent à la vision nocturne. Et en fait, ça a été un peu magique, c'est-à-dire que le lampadaire s'est éteint et au même moment, on a vu la voûte céleste, la Voie lactée, qui est apparue, un peu comme sur l'image qui est en bas de l'écran. Voilà, donc c'est quelque chose d'instantané, d'immédiat, qui permet de voir le ciel et de se remettre un peu dans notre position dans l'univers. Donc, quels outils on a pour améliorer cette pollution lumineuse? Donc, depuis 2018, il y a eu 2 arrêtés qui ont été émis. Donc, un arrêté du 27 décembre 2018 qui est très complet, qui va donner les contraintes techniques et horaires de l'éclairage. Et puis un autre arrêté du 24 décembre de l'année dernière, lui qui reprend simplement la chronologie de la mise en conformité par rapport à l'arrêté du 27 décembre 2018.
Ça se traduit par exemple au niveau des communautés de communes de schémas d'aménagement lumière à la métro, et puis par des outils de modélisation qui sont mis en place par des startups ou maintenant par des entreprises qui ont pignon sur rue et qui sont connues par les municipalités. Donc, que dit l'arrêté du 27 décembre? Tout simplement, il dit qu'on n'a plus le droit d'éclairer le ciel et que la source de lumière doit être dirigée vers le bas. Il ne doit pas y avoir de lumière qui va plus haut que le lampadaire, ça s'appelle l'ULOR, l'ULR. Et il doit y avoir une certaine intensité d'éclairage maximale qui arrive sur le sol. On doit utiliser des lampes qui ont une certaine température de couleur. Les lampes qu'on utilise, nos anciennes lampes qu'on avait, là, les lampes à filament, ce qui s'appelle la lampe krypton, avait un spectre très large et avait beaucoup de perte d'énergie aussi. Ensuite, on est passé aux lampes, les ampoules à LED, grand public, qui éclairaient à 4000 températures de couleur de 4000 Kelvin, et qui avait un spectre très large aussi, et qui était avec un pic, vous voyez, dans le bleu. Et ce pic-là est très néfaste justement pour la sécrétion de mélatonine. Donc on a commencé à faire des lampes à 3000 Kelvin avec un pic de bleu encore diminué. Ensuite, on a encore amélioré les lampes. Maintenant, on arrive à avoir des lampes à 2700 Kelvin avec un pic de bleu encore réduit. Et on arrive maintenant aussi dans les parcs naturels. Là, sur le parc de Chartreuse, il y a des lampes à 1000-1200 Kelvin. Puisque dans les parcs, il y a une réglementation particulière qui limite encore plus l'éclairage. Excuse-moi, Alain, j'ai une question. Oui. Cette réglementation, elle s'applique de partout ou à Pont-de-Claix avec le phare qui illumine tout le quartier Non, le phare de Pont-de-Claix est arrêté. Hein. Ah, il est arrêté, d'accord. Oui, ok. Ça fait un petit moment que ça c'était fait pas passé. quelques années. Okay. Il y a eu alors, on ne sait pas si c'est à force d'avoir envoyé des lettres au maire ou si c'est parce qu'il veut faire son planétarium. Voilà, mais oui, ça aurait été interdit. Ça a été arrêté, d'accord. Ok, super, merci. Et c'est le genre de dispositif qui est interdit. Là, on est intervenu aussi vers le Grand Land. Il y avait une boîte de nuit qui avait un phare qui éclairait le ciel. On a fait valoir la réglementation et le phare a été éteint. Ok, super, merci. Par exemple, ce qui est interdit, c'est les boules lumineuses, les sphères blanches là, qui doivent être supprimées jusqu'en 2025. Enfin, jusqu'à 2025 pour être supprimées. Il y a de même que les lampes mercure, les lampes qui faisaient un éclairage vert, elles sont interdites aussi, celles-là. Voilà. Et donc, l'arrêté, oui, donc c'est l'article 4 de l'arrêté hein, qui donne les restrictions dans les parcs naturels sur l'éclairage qui est encore plus restrictif. Et même chose pour les milieux aquatiques. Donc, il ne faut pas qu'il y ait d'éclairage qui éclaire directement une rivière ou un port ou un bord de mer. Alors, voilà, je vais essayer de vous montrer la synthèse de cet arrêté. Hop. Il va falloir que je repartage mon écran. Voilà. Je ne sais pas si vous le voyez là. Non, on a encore ton diaporama là. Ah, alors, comment je vais pouvoir faire ça? Nouveau partage, voilà. Ça.
Voilà. Est-ce que Voilà, c'est vous bon. voyez? Oui, c'est parfait comme ça. Voilà. Donc voilà, ça c'est une synthèse. Alors je pourrais le mettre dans le partage tout à l'heure, si ça vous intéresse. Ça c'est une synthèse rapide, ça c'est un document un peu plus exhaustif, hein, qui reprend pour chaque éclairage public ou privé la temporalité, et puis la description technique, la température couleur, la densité d'éclairage qu'il doit y avoir. Voilà. Donc je vais arrêter ce partage. Hop. Est-ce que vous revoyez maintenant le... Non, on n'a pas encore ton nouvel Alors, il écran. faut que je remette l'autre. Oui, si je voulais vous montrer encore quelque chose. Il y a aussi voilà, le schéma d'aménagement lumière de la ville de Grenoble. Enfin, pas de Grenoble, de la métro. Donc, qui a été fait par trois cabinets d'études. Et ils sont basés aussi sur des données de la NPCEM. Alors on va passer très très vite, hein, sur la méthodologie. Et voilà, ils reprennent en gros les, les impacts sur la faune, les différents types d'éclairage, ce qu'on peut avoir, la différence d'éclairage, par exemple, entre Saint-Martin-d'Hères et Beauvais-Élèves, il y a du boulot à faire là-bas. Et puis Jarry, qui travaille un peu sur son éclairage. Et puis donc les différentes préconisations d'extinction. Voilà, c'est ça qui est intéressant, le pourcentage de points lumineux avec les extinctions qui sont faites, et puis ce qui est projeté d'être fait. Et puis les heures d'extinction. Voilà, donc je mettrai tout ça sur le partage. Voilà, je vais remettre l'autre. Voilà. Donc les outils qu'on a, qui ont servi donc à faire tous ces documents, bon, il y a des modélisations d'éclairage qui permettent de voir comment le flux lumineux se répartit. Ça, c'est sur le site Renoir, hein, c'est un site qui est très bien fait sur ce genre d'informations. Il y a le Dark Sky Lab, qui était à l'origine aussi de la création de la première réserve de cibles étoilées dans le parc national du Pic du Midi, à côté de l'observatoire du Pic du Midi, dans les Pyrénées. Et donc là, on voit la simulation, hein, qui se fait en faisant varier les intensités lumineuses et puis les périodes d'éclairage sur une zone. Là, c'est sur la zone de Lourdes, je crois. Donc, comme je le disais tout à l'heure aussi, on peut voir par simulation, créer les zones, les trames, ce qui s'appelle maintenant la trame noire, les corridors biologiques, qui sont associés aux trames vertes et bleues, hein, qui ont été créées depuis quelques années sur la circulation des espèces, trames vertes, des espèces terrestres, des espèces aquatiques, trames bleues. Et aussi, donc, maintenant, au niveau des villes, où on peut identifier, par exemple, là, sur l'image de droite, au centre de l'image de droite, il y a un petit cercle en pointillé, donc ça doit être un parc qui peut servir de réservoir, de réserve en faune sauvage, avec des échanges sur l'extérieur de la commune par des corridors de trame noire. Voilà, donc on arrive à la fin de cette présentation et je vous mets
une image d'un membre du club d'astronomie, du groupe d'astronomie du Dauphiné. Là, il a pris une douzaine de photos qu'il a montées pour montrer ce qu'on peut voir quand le ciel est bien noir. C'est une photo qu'il a prise à Sinard en direction du Mont Aiguille. Donc on voit bien les villages qui sont éclairés, même des points uniques d'éclairage qui font de la pollution lumineuse. Et puis quand il n'y a pas de pollution lumineuse, et ben, la Voie lactée qui apparaît sur toute la totalité du ciel. Voilà, donc ben, je vous remercie pour votre attention. Et puis, si vous avez des questions, vous pouvez y aller, n'hésitez pas. Merci Alain. Moi j'ai une question. Qu'en est-il de la sensibilisation auprès des communes? Est-ce qu'il y a du lobbying de la part de la NPCEN pour inciter les communes ou c'est Oui, plus tout à fait. à partir des habitants? Voilà, tout à fait. Donc il y a une labellisation qui est faite par la NPCEN qui s'appelle Ville et Villages Étoilés, qui existe maintenant au niveau de communautés de communes aussi. Donc, ça peut être une communauté de communes qui demande cette labellisation. Et donc, il y a un certain nombre de critères à remplir. Et on peut avoir un label Ville et Village étoilé avec 1, 2 ou 3 étoiles en fonction de ce qu'on met en place, ce que la commune met en place pour valoriser, pour diminuer sa pollution lumineuse. Donc il y a une information qui est faite au niveau de l'AMF, l'Association des maires de France. Et puis donc au niveau de chaque département, et ben, nous on prend notre bâton de pèlerin et puis on contacte les communes une à une en leur disant ben voilà, il y a ce label qui existe et puis on peut intervenir, même si vous ne voulez pas être labellisé, ben, on peut venir vous présenter ce qui se fait en termes de protection de l'environnement nocturne, de diminution de l'éclairage. Alors, des fois, ça vient de nous, hein, et puis des fois aussi, ça vient des habitants des communes qui nous contactent pour nous demander d'intervenir. Ça peut être aussi, alors ça se fait de moins en moins, mais il y a quelques années encore, ce qui se faisait, c'était un conseiller municipal ou un maire qui voulait mettre en place de l'extinction. Et puis, il y avait une forte réticence des habitants. Donc, il organisait une présentation avec l'IPCEN pour qu'on montre tous les avantages qu'il y avait à pratiquer l'extinction et qu'il n'y avait en fait pas d'inconvénient à part cette peur du noir qu'il pouvait y avoir et qui n'était pas fondée. Donc voilà comment on intervient. Et on sait qu'au niveau de la France, il y a près de 20 000 communes qui ont déjà mis en place une extinction partielle ou totale. Ouais. Est-ce qu'on a une idée du chiffre en Isère? Alors en Isère, il y en a une centaine. D'accord. Ouais, à peu près. Ah ouais, c'est en bonne voie du coup. Moi, les derniers chiffres que j'avais, c'était 80, donc c'était en 2019, mais je pense qu'il y en a en 2 ans, là, il y en a beaucoup plus qui sont mis. Il y a 512 communes en Isère. Mhm. Donc ça fait un 5e. Ouais, c'est plutôt pas mal. Hein, ouais. Tant mieux pourvu que ça dure. Voilà, est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, merci Alain pour ta présentation. Je voudrais savoir si le SDAL est une obligation de suivi par les communes de la métro ou si c'est juste une recommandation. Parce que par exemple, j'en ai parlé à Gières, là, aux élus qui s'occupent de ça, parce qu'il va y avoir une expérimentation d'extinction, donc c'est bien. Il va y avoir une présentation en mois d'avril de cette expérimentation. Et il m'a dit qu'il se basait sur une charte lumière. Alors, je ne sais pas ce que c'est que cette charte. Voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. Ben, je lui ai parlé du SDAL, il ne m'a pas dit, il m'a pas répondu par l'affirmative. Il m'a dit qu'ils avaient
une charte de lumière. Bon, enfin, on verra bien à la réunion. En tout cas, le principal, c'est que déjà, il s'intéresse un peu à l'extinction quand même. Alors, attends, je vais essayer de retrouver là. Donc, est-ce que c'est quand même... Oui, c'est la métro qui c'est leur plan de... C'est ce qui va impose se faire, ça. quoi. Oui, c'est la métro qui impose ça, donc Ouais, ils n'ont pas le d'accord. choix. Alors C'est après, ils peuvent. décidé, donc OK. Ouais. Oui. Après, ils ont une marge de manœuvre. Mais, Ouais. déjà, il y a la législation qui impose les critères techniques, donc ils seront obligés de se lier aux critères techniques. Et le SDAL, c'est plus pour une homogénéisation de l'éclairage. C'est-à-dire qu'on passe pas, quand on passe de Saint-Martin-d'Air à Gières, et ben, qu'on passe pas d'une zone éclairée à une zone sombre, qu'il y ait des passages, que ça se passe un peu en douceur. Et ça va se faire sur quelle période? Alors, il y a des prédictions, des choses prévues? J'essaie de retrouver, mais ça va être assez... La préconisation approche technique. Ouais, il y a plusieurs scénarios en fait qui sont en cours de, Ouais. Oui, en cours de mise en place. Donc je crois que le choix des scénarios n'est pas encore fait. Oui, il reste encore des choses à décider. Ouais. Choisir le scénario, puis le Voilà, timing, sans doute c'est en pour cours de discussion au niveau de la méthode. Ouais, c'est un peu le début, quoi. Mm. Bon, c'est déjà pas mal. Oui, ça date de décembre 2019. Ouais. Ok, merci. Et est-ce que la NPCN intervient au niveau des commerces aussi pour les forcer un petit peu à éteindre leur Non, éclairage, leur grande on vitrine? peut pas. Alors si on peut, on intervient au niveau de. Il y a une réglementation qui s'appelle le plan, le plan local de publicité qui fixe des normes. Il y a des normes aussi nationales de taille d'enseigne qui ne peuvent pas dépasser le toit du bâtiment, par exemple. Mais on ne peut pas intervenir à l'intérieur d'un commerce, à part sur l'heure d'extinction. C'est-à-dire qu'à 1h du matin, tout doit être éteint. Mais par contre, un commerce qui veut éclairer sa vitrine de l'intérieur avec des spots à 10 000 watts, et ben, on ne peut pas l'interdire. Ok. J'ai pas entendu, il peut laisser sa vitrine éclairée toute la nuit, c'est ça? Non, non, non. Il peut, justement, l'arrêté du 27 décembre Oui, d'accord. 2018 fixe les heures d'extinction, c'est 1h du matin. Oui, ok, ouais. J'ai eu peur. Et voilà. Et il y a aussi des contraintes dans les zones avec des monuments historiques. Donc il y a des contraintes un peu plus fortes. Et au niveau de Grenoble, là, ils ont un maire écologiste, mais on a l'impression qu'il ne se bouge pas beaucoup à ce sujet-là. Alors, Tu en sais un peu plus? oui, pour Grenoble, c'est un peu. Alors, il y a un plan qui avait été initié déjà par l'ancienne municipalité socialiste, hein. Donc, ça se fait petit à petit. Ils font les choses, mais bon, il y a des contraintes budgétaires, ils ne peuvent pas tout faire d'un seul coup. Mais les choses se font. Par exemple, le remplacement des poteaux lumineux qui éclairent le ciel, voilà, ça c'est en cours de remplacement. Ça se fait petit à petit. Par contre, il n'y a pas d'extinction pour l'instant qui est prévue. Il y a une chose qui peut se faire, qui va se faire, c'est la diminution de l'extinction. J'avais parlé avec des maires qui nous disaient mes administrés, ils veulent pas que j'éteigne, mais en fait, j'ai diminué l'intensité de l'éclairage de 50%, ils ne s'en sont pas aperçus. Parce que justement, il y avait une surpuissance au niveau des luminaires qui faisait que la rétine était complètement saturée et
Et donc, en diminuant de 50% l'éclairage, eh ben, les gens continuaient à voir très bien. Il y en a même qui ont diminué de 75%. Alors, bon, ça diminue un peu l'éclairage, mais les gens ne s'en plaignaient pas. Oui, Donc, il y a des c'est moyens très bien d'action aussi euh, sans être, sans pratiquer l'extinction pour déjà commencer à faire de l'économie, puis à diminuer cette pollution lumineuse. Oui, ça, si l'extinction fait peur aux gens, il vaut mieux parler de réduction Voilà, progressive c'est ça. En général, jusqu'à on commence arriver à comme ça. l'extinction si c'est possible. Ouais, ouais. Voilà, on commence comme ça. Ouais, En il faut faire général, ça sur du long terme. Ouais. Voilà. Et puis, dans les villages, il y a un peu des réticences. Par exemple, dans des hameaux où les gens disaient, bah ouais, mais c'est mon grand-père qui avait fait mettre un lampadaire à l'entrée de la ferme pour qu'on puisse travailler travailler tard en rentrant des champs. Et puis, ils veulent pas qu'on supprime ce lampadaire. Bon, ok, mais on va diminuer l'intensité de l'éclairage. Et puis, il y a d'autres hameaux, au contraire, qui sont très demandeurs et qui vont demander à ce qu'on éteigne le lampadaire qui est au-dessus de chez eux. Il y a une autre contrainte qui est faite, c'est que l'éclairage public ne doit pas être intrusif dans les maisons. Donc, si vous êtes en ville ou dans un village et puis qu'il y a un lampadaire qui éclaire directement chez vous, vous pouvez demander au maire d'orienter le lampadaire de telle manière que la lumière ne vienne pas directement chez vous. Très bien. Bon, ben, est-ce qu'il y a encore des questions? C'est le moment de les poser à Alain. Ouais, bah une question. Est-ce qu'il y a des communes qui ont tenté des expérimentations, je sais pas, passe de détecteurs de présence ou permettre aux Oui, habitants oui, de les allumer quand ils veulent oui, il y ponctuellement? a ça. Oui, oui, il y a ça. Bah, il y a un détecteur de présence je crois, sur le pont du Drac avec la passerelle à vélo là, au niveau de, je sais pas si c'est vers Comboire, quelque chose comme ça. Ouais, c'est entre Comboire et c'est ça. Ouais, C'est ciné. ouais. Donc il y a oui, oui, ça se fait aussi là. Il y a toutes sortes de dispositifs. Il y a un dispositif qui est tout simple, qui coûte rien. C'est l'éclairage passif. C'est les bandes réfléchissantes. Dans les pays, en Allemagne, en Autriche, ça se pratique beaucoup. C'est-à-dire que sur les murs, eh ben, il y a des bandes réfléchissantes pour que les voitures, les vélos qui éclairent voient que euh, ça matérialise la voie comme ça. Bien. Pardon. Oui, en ce Voilà. qui concerne la responsabilité des maires, je crois que s'ils disent qu'ils éclairent leur commune, il faut qu'ils assurent l'éclairage. Donc, Voilà, c'est ça. Oui, ensuite, s'ils réduisent l'éclairage, ils peuvent aussi, mais ils doivent le communiquer et pour être couverts, hein, c'est ça? oui, oui. Oui. Voilà, s'ils communiquent bien sur Mais, la façon dont ils éclairent, après, ça les dégage un peu de leur responsabilité d'éclairer, quoi. oui, oui. Mais en fait, enfin, c'est pas le maire qui gère l'éclairage. Il y a quasiment, enfin, il y a quelques communes quand même qui gèrent leur éclairage, mais sinon, c'est des syndicats d'énergie. Là, en Isère, c'est le syndicat d'énergie d'Isère qui gère l'éclairage pour les communes et qui connaît la réglementation et qui va dire aux communes, voilà, vous avez tel point lumineux qui n'est plus en conformité, ça, il faut le faire en priorité, puis le reste, ça peut attendre, quoi. Si vous n'avez pas le budget pour le faire tout de suite, ça peut attendre encore 6 mois, 1 an, pour vous mettre en conformité. Ah oui, donc ces syndicats, ils ont un pouvoir important et on ne sait pas trop comment les contrôler. Voilà, ça c'est un peu le problème. Alors en Isère, ils sont un peu, comment dire, ils sont très laides, alors que dans la Drôme, ils sont aussi assez, ils poussaient pas à la consommation de LED.
il proposait des sodiums haute pression. Ce sont des ampoules oranges qu'on voit sur l'autoroute. Alors, l'intérêt de la sodium haute pression, c'est qu'elle avait un spectre très réduit. Bon, maintenant, avec les nouvelles lampes LED orangées, on arrive à la même chose. Et l'intérêt de la LED, c'est qu'on peut moduler sa puissance de 0 à 100%, alors que le sodium haute pression, lui, il est limité. On ne peut pas baisser à plus de 20%. Le minimum qu'on puisse donner, c'est 20% 25% de son éclairage, et puis ensuite on peut moduler jusqu'à 100%. Voilà, donc, mais sinon, ils sont assez ouverts à la sélection. Quand on intervient avec eux, on leur propose, quand j'étais intervenu sur la commune de La Sûre, et donc voilà, on avait pu voir ce qu'on pouvait mettre en sodium haute pression, puisqu'on était en LED. Ouais, à GR, ils ont mis des éclairages à LED à certains endroits, mais du coup, je ne sais pas s'ils ont prévu un système pour moduler leur intensité, si ça coûte cher de changer les armoires. Alors, Ça, en c'est une général, question. ouais, quand on change de luminaire, quand on passe en LED, en général, ils changent les armoires. Des fois, ils rajoutent des horloges astronomiques aussi pour un éclairage automatique. Mais oui, souvent, ça implique de changer les armoires. Mais les communes veulent bien changer leurs armoires parce que ça leur permet, souvent, il y a une gestion centralisée. Ils n'ont plus besoin d'un employé municipal qui passe sur chaque armoire pour régler l'éclairage. Oui, effectivement, c'est un autre avantage. Après, ils peuvent payer un policier pour surveiller, Ouais, pour le rassurer les gens qui sont inquiets. ouais. Par contre, ce qu'il y avait concernant les enseignes, les éclairages des magasins, il y a des groupes de jeunes là, qui s'amusent à éteindre Les qui enseignes, font ouais. l'extinction des vitrines parce qu'il y a une obligation d'avoir un interrupteur externe et donc ils vont éteindre les vitrines les plus polluantes de manière On peut mettre un petit mot le signaler à chaque enseigne, quoi, ouais. avant d'avertir la police. Très bien, on va peut-être s'arrêter là. Ouais. Merci beaucoup Alain et bravo pour ta présentation. Moi, j'ai encore une fois découvert plein de choses. Alors, ce qui est bien avec cette thématique, c'est que ça évolue de façon assez régulière et heureusement que ça évolue au fil des années. J'espère que l'année prochaine, tu auras l'occasion de nous faire la suite et nous montrer qu'il y a eu des évolutions sur le bassin grenoblois en tout cas. Oui, oui. Je vous ai mis dans l'onglet de discussion un petit lien pour aller compléter un questionnaire. Si vous pouviez faire ça prend moins de 2 minutes. Même si vous avez déjà participé à une précédente conférence, si vous pouviez le compléter, ça m'arrangerait bien. Ça permet d'avoir des statistiques un peu fiables, savoir d'où viennent les gens, comment ils ont l'information et tout ça. Je vous rappelle qu'il y a 2 autres conférences cet après-midi, une à 16h30 avec une séance Planétarium Stellarium. Alors, c'est plus orienté pour les enfants, donc j'ai fait ça pour les 4-10 ans. Et à partir de 20h30, il y aura une observation du ciel en live avec un télescope qui sera déposé qui est ouvert dans le Vercors et un autre qui sera à Bourg-en-Bresse. Et avec un peu de chance, on pourra avoir une bonne météo sur ces 2 lieux d'observation. Et donc, du coup, ces télescopes nous permettront de voir le ciel en vrai, en live, en réel. Et ça risque d'être passionnant. Mardi, nous aurons comment il s'appelle Pierre Thomas, donc un géologue, qui nous fera une petite conférence sur l'eau dans le système solaire et donc
les traces potentielles de vie possibles dans le système solaire et plus loin. Et mercredi, nous aurons une conférence sur, je ne sais plus quelle thématique. Guillaume, tu te souviens de… donc lundi, pardon. À lundi, nous avons d'abord la conférence de Germain sur les mauvaises informations qu'on a en astronomie. Et vendredi, nous aurons une conférence de Yanis et Alice sur les origines de la vie sur la Terre. Je vous ai mis le tableau, je te coupe, oui. Je vous ai mis le tableau récapitulatif de l'arrêté du 27 décembre. Okay. Si on veut te joindre, Alain, c'est possible de passer par le site du GAD et il y a toutes tes coordonnées là-dessus? Alors oui, soit par le GAD, soit par… Alors, je ne sais pas s'il y a mes coordonnées sur le GAD, sinon c'est par la NPCEN. Ok. alain.mclem@anpcen.fr. Et le GAD transmet systématiquement le mail, Alain. Ouais. Ok, eh bien, merci à tous pour votre participation. Je vous souhaite un bon après-midi et puis je vous dis à très bientôt pour la prochaine visio d'ici 1h30. Si vous êtes là, bien sûr. Hein. Bonne Merci. Bon après-midi, merci Alain, à plus tard tout le monde, ciao. Au revoir.